Vous connaissez le château de Chambord, de Chenonceau ou de Versailles, mais connaissez-vous celui de Chambon, de Chanzeau ou de Versailles ? En haut d'une colline, au bord d'un cours d'eau, au milieu d'un village ou dominant une grande propriété, la France compte actuellement 45 000 châteaux et le marché se porte bien, très bien même. Le volume des transactions a doublé en 5 ans. 200 ventes ont eu lieu en 2019 contre près de 400 aujourd'hui, du manoir discret à la forteresse médiévale. Chaque année, environ 1500 propriétés changent de main. Ce sont les chiffres du réseau immobilier Barn Propriétés et Châteaux, spécialisé dans les biens d'exception. Héritiers ou jeunes cadres cherchant un projet de vie, les propriétaires partagent la fameuse vie de châtelain. C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Habiter l'histoire, premier épisode. Versailles, Loïs, Annick et Iris. Le château de Versailles dans l'Allier est un château fort érigé au XVe siècle. 6 siècles plus tard, Loïs Carrier en est le propriétaire. Je l'attends dans la cour. En pleine campagne, il n'y a pas un bruit, si ce n'est la girouette perchée sur le toit de la bâtisse qui gesticule en cet après-midi venté. Il arrive dans un vieux break Volvo. Son chien Iris court vers la voiture. Bonjour. Excusez-moi. Pas de souci. J'étais en vol avec un petit avion de tourisme et Non mais il n'y a pas de problème. au niveau circulation, ça passait pas bien à Clermont. Et ben donc on est devant le château de Versailles, on est sur une façade à l'est, qui est la façade principale du château, et de cette façade à l'est, on contrôle l'ancienne route qui passait de Cusset, qui est une ville médiévale, à Roanne. Et donc le château de Versailles contrôlait cette route, c'est pour ça qu'il est implanté juste au bord de la route. Donc c'est un château du XVe siècle qui dépendait de la châtellenie de Billy. Et le seigneur qui était à Versailles était un seigneur qui était un vassal du seigneur de Billy. Et c'est un vassal qui était chargé de cette mission-là en particulier, c'est-à-dire de contrôler la route de Roanne, et puis en même temps d'administrer le petit quartier dans lequel il était établi. Donc ce château, c'était un château fort, donc sans ouverture excessive, il y avait des meurtrières, il y avait des coulevrines. Et puis au début, presque au milieu du XVe siècle, ont été inventées des pièces d'artillerie beaucoup plus puissantes qui étaient donc susceptibles de faire tomber ces murs très épais de 1,20 m d'épaisseur, 1,30 m. Et donc le château de Versailles en tant que forteresse n'avait plus de vocation puisqu'un 3 coups de canon et les murs passaient. Et donc il est passé d'un château de défense à un château totalement inutile puisque n'ayant plus de vocation militaire. Et donc à ce moment-là, le seigneur de Versailles de l'époque a agrandi les fenêtres, on a créé des nouvelles et on a fait un château d'agrément. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune vocation militaire, mais par contre on pouvait y vivre et de façon un petit peu plus confortable que la garde d'autrefois qui n'avait pas de fenêtres et qui avait juste des coulevrines et des meurtrières. Et bien donc là on est dans ce qui était autrefois la salle des gardes. Vous avez la clé du château là. Bonjour. Enchanté Nils. Donc c'était la salle des gardes, ils attendaient soit de gérer la propriété, ils allaient voir les paysans, voir si tout allait bien, si les impôts, s'ils pouvaient faire rentrer des impôts, des récoltes, enfin ils géraient tout ça, pour le compte du seigneur de Billy, pas pour leur propre compte. Et puis en temps d'attaque, en temps incertain, c'est là qu'ils se tenaient et ils avaient l'armement avec eux. Et puis au signal, quand il fallait y aller, ils sortaient. D'accord. Ils sortaient ou ils tiraient depuis l'intérieur à travers les meurtrières. Dans cette salle des gardes, des petites fenêtres laissent apparaître un lac en contrebas. Alors l'étang, il a été créé à peu près autour du XVe siècle aussi par le barrage d'une vallée
Et cette levée de terre garantit encore actuellement un plan d'eau d'1,5 hectare qui qui permettait autrefois de se nourrir, puisqu'on y élevait toutes sortes de poissons qui permettaient de donner une alternative à la viande, à la chasse. Et aujourd'hui, c'est une pièce d'eau qui est également une pièce d'agrément, une pièce d'eau d'agrément. On fait du bateau, on peut pratiquer la pêche sportive. Voilà. Et de temps en temps, l'été, il y a des batailles navales d'enfants sur le plan d'eau, mais voilà, ça s'arrête là. Alors ça, c'est l'ancien mur d'enceinte de la haute cour. C'était un glacis défensif en fait. Les assaillants butaient contre le mur et quand ils arrivaient dans la haute cour, ils étaient plus très loin de rentrer dans le château. L'assaillant, c'était les bandes armées du Prince Noir, ceux qui écumaient le Bourbonnais à la fin des guerres de religion. Il a été au moins 2 fois pris, ça on le sait. Je ne pourrais pas vous donner exactement la période, mais il a été 2 fois pris, une fois par ruse, c'est-à-dire qu'ils ont dû toquer à la porte et puis la garde a dû ouvrir. Et puis une deuxième fois, il y a une trace d'incendie qui est toujours visible dans un escalier. Et là on ne sait pas exactement, vraisemblablement il y a eu une attaque un peu plus importante puisqu'il y a eu un début d'incendie. L'histoire familiale, c'est que au 19e, le château il a appartenu à plusieurs familles. La famille du constructeur, on ne la connaît pas parce que le blason à la Révolution a été martelé. Donc on ne connaît pas à coup sûr le constructeur du château. Par contre, il y a de fortes présomptions. Il y a les Josian de Versailles, il y a les seigneurs de la Ramasse, il y a plusieurs familles. Et Versailles a toujours passé d'une famille à l'autre par les femmes, par mariage. Mon père, en 73, avait une tante très éloignée qui voulait faire une donation à l'hôpital de Vichy et qui n'avait pas d'enfant. Et avec mon père, ça s'est arrangé. Il a racheté le château et il l'a acheté très peu cher puisque l'objet de la vente, c'était pas pour ma tante de gagner de l'argent, mais que ça passe entre de bonnes mains d'une part, et puis que surtout elle puisse faire la donation qu'elle souhaitait faire à l'hôpital de Vichy. Moi j'ai perdu mon père en 2008, et ma mère se retrouvant seule dans cette grande maison, et avec mon épouse et mes enfants, on était dans une petite maison qui est pas loin, qui est à quelques centaines de mètres. Évidemment, le bon sens voulait que ma mère aille là, dans une maison un peu plus petite, et puis nous, qu'on soit dans la grande maison, surtout qu'on avait l'intention de la reprendre, de la faire revivre. Donc, on a procédé à un échange, tout simplement, et on est arrivé ici, mais il n'y avait pas le chauffage. Il n'y avait ni chauffage, ni installation de chauffage, il n'y avait rien. Donc, pendant 1 an, on a installé le chauffage, chaque radiateur, chaque ligne d'eau, la chaudière, bien entendu, et tout ça. Alors ça a été un gros travail. On a commencé par faire ça. Puis une fois que le chauffage a été installé, mon père ayant fait tout le reste des travaux, on était dans une maison relativement, confortable. Et mes enfants ont été élevés ici. Et c'était une manière de les imprégner de cette maison pour que ça reste dans la famille, quoi. Au départ, j'étais dans la finance à Paris. Et puis, c'est des métiers, on ne dure pas très longtemps parce que c'est très fatigant, c'est très harassant. Et il y a eu une occasion de mutation professionnelle et je voulais absolument être ici, travailler dans l'Allier. Dans l'Allier à Clermont, au plus loin, quoi.
Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la SNCF et puis ça m'a offert une carrière sur place. Donc j'ai eu une carrière intéressante, j'aimais bien ce que je faisais et en même temps ça m'a permis d'habiter chez moi. Voilà. J'étais persuadé, à tort ou à raison, qu'il fallait y habiter tout le temps, qu'il fallait être là pour surveiller, pour contrôler et pour impliquer aussi mes enfants. Nous, on n'a qu'un souci en tête, c'est de maintenir, ça c'est notre rôle numéro 1, et le rôle numéro 2, c'est de transmettre. Et de transmettre en bon état pour qu'ils n'aient pas de mauvaises surprises. Après, il faut qu'ils en veuillent. Il faut qu'ils aient les capacités de reprendre. Alors moi, j'ai mis toutes les billes de mon côté, puisqu'ils ont été élevés ici, ils sont attachés à ici. On essaye, quand ils viennent ici, qu'ils passent des bons moments, on les appâte. mais on sait pas, on sait jamais. Et puis on ne peut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, donc on verra. Après que ce soit Pierre-Paul Jacques ou Michel, c'est pas capital, quoi. C'est important. Moi, j'aimerais bien que mes enfants reprennent. Maintenant, ça serait la cerise sur le gâteau. Le principal, c'est que ça tombe dans de bonnes mains. Ce qui serait dramatique, c'est qu'on vende ça à quelqu'un qui a un peu d'argent et qui vous mette, vous voyez, du travertin par terre, là, des LED dans les plafonds, des jacuzzis dans les salles de bain et un ascenseur au milieu. Là, c'est dramatique, quoi. C'est la baraque est bousillée. Je suis pas passionné d'histoire, pas du tout, et puis j'ai des grosses lacunes. Par contre, je suis passionné par ce lieu, d'abord parce que c'est chez moi, que des générations des miens s'y sont un peu usées. Ça, c'est déjà le thème principal. Et puis, je me dis que les 600 ans où il a été habité, c'est en forme une grande famille, quoi. Les différents habitants du château, on a vécu un peu, on a passé les mêmes seuils de porte, on s'est peut-être cogné dans les mêmes linteaux de porte dans les caves, on a échangé à peu près les mêmes idées au coin des mêmes cheminées, et ça fait une communauté, même si c'est évidemment des gens que j'ai jamais connus, ni de près ni de loin, puisque ce château n'a pas toujours été dans ma famille à moi. Donc, mais voilà, il y a une communauté d'intérêt pour cette maison. Chaque passage de porte, où les gens sont contraints de passer dans un demi-mètre pour aller d'une pièce à l'autre, vous verrez dans d'autres pièces, ici un peu, les marches sont usées. On ne met ses pas dans les pas des prédécesseurs, en fait. On marche tous au même endroit. Donc oui, il y a un destin un peu commun avec tous ces gens qui ont vécu avant nous. Nous, la seule différence, c'est qu'on est au XXIe siècle, l'électricité partout, il y a l'eau partout, il y a le confort. Et puis on va pas, a priori, pas être attaqué demain, quoi. Alors que nos prédécesseurs, sans doute, avaient des heures un peu plus angoissantes. Après notre discussion dans la chambre, Loïs m'emmène dans le grenier pour entendre le vent souffler dans la charpente. Dans un château, il ne suffit pas de prendre l'escalier. On va y aller par là. C'est ça avec les vieux châteaux, c'est que il n'y a aucune porte qui se ferme comme une autre. Alors on les connaît à force. On est passé d'une tour à l'autre, quoi. On est passé d'une tour à l'autre. C'était le premier épisode d'Habiter l'Histoire dans le château de Versailles à Saint-Étienne-de-Vic. À bientôt pour un nouvel épisode.